Bien, j'ai commencé par dire que ce qu'on a entendu aujourd'hui, évidemment, c'est pas ce que j'espérais des audiences. Puis j'ai aussi un message à dire, dans le fond, à Hockey Canada, c'est que ce qui leur arrive présentement, puis les enquêtes que mes collègues mènent, c'est pas un jeu politique, puis c'est pas la faute des médias non plus. Puis les 4 partis présentes ici au Parlement sont unanimes sur le fait que leur gestion des cas allégués de viols collectifs répétitifs au sein de l'organisation a été totalement inadéquate. Puis, suite aux témoignages des dirigeants de Hockey Canada, personnellement, j'ai pas confiance que cette organisation-là, avec les leaders actuels, a la capacité de se renouveler puis de faire les changements que la population canadienne exige de Hockey Canada. Fait qu'à ce point-ci, je pense que c'est le temps de se tourner vers les 13 membres de Hockey Canada, c'est-à-dire les associations de hockey des provinces et des territoires, pour faire le ménage que les Canadiens attendent de Hockey Canada. Au-delà du fait que Mme Skinner estime que M. Smith, c'est l'homme de la situation, au fond, son message, c'était de toute façon, il va y avoir un renouvellement du conseil d'administration bientôt dans les prochains mois. Vous en faites quoi de cet argument-là de Mme Skinner? C'est le rôle du conseil d'administration d'engager les dirigeants qui vont mener l'organisation au niveau des opérations, notamment tous les programmes au niveau, entre autres, de ce qu'on espère, la prévention des agressions sexuelles, de l'éducation au sujet des violences sexuelles, de l'éducation sur les notions de consentement, puis que l'organisation va prendre les moyens de faire en sorte que leurs jeunes joueurs, dont ils ont la responsabilité, vont non seulement devenir des grands athlètes qui vont représenter le Canada à travers la planète, mais aussi des citoyens responsables, puis qui sont tenus responsables aussi de leurs agissements. Mais plus clairement, vous avez dit et redit, la tête de M. Smith doit rouler. Est-ce que ça peut attendre ou vous voulez que ça se fasse là, maintenant? De toute évidence, on a entendu de la part de la présidente du conseil d'administration qu'il n'y a aucune intention du conseil d'administration de changer la direction de Hockey Canada. Donc, c'est pour ça que je me retourne vers les membres votants qui peuvent changer les choses à Hockey Canada au niveau du conseil d'administration. Et le changement doit arriver maintenant. Dans ce conseil, je ne sais pas vous qui êtes sur la sellette, mais quand même, vous demandez la démission depuis, par exemple, hier, vous dites clairement on veut la démission. Aujourd'hui, on vous dit clairement non. Qu'est-ce que ça fait à votre autorité en tant que ministre de demander comme ça une démission qu'on vous refuse? Bien, j'ai toujours dit que le lien qui me lie avec les organisations sportives canadiennes, c'est à travers les accords de financement. Les organisations, les fédérations sportives sont autonomes. Donc, je n'ai pas le pouvoir de nommer des gens au conseil d'administration. Puis je pense que c'est bien comme ça, parce que le sport doit appartenir à ses membres. Il doit appartenir aux organisations qui leur envoient de l'argent pour administrer les programmes sportifs puis entraîner les athlètes et les entourer de façon convenable. Donc, maintenant, je pense que tout le monde fait la même constatation. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends partout où je me promène au Canada. C'est ce que mes collègues entendent aussi dans leur circonscription. Les gens veulent voir du changement au Canada parce que tout le monde est estomaqué de tout ce qu'on apprend depuis le mois de mai dernier. Dans ce qu'on a entendu, il y avait une explication comme quoi ça prend de la stabilité au niveau du leadership, alors que vous demandez des changements. Est-ce que vous trouvez ça contradictoire? Moi, écoutez, il y a eu de la stabilité dans les dernières décennies au sein de Hockey Canada, ce qui a permis à cette culture-là d'être bien installée, d'être bien implantée. Puis en ce moment, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance par les leaders de l'organisation comme quoi leur gestion a participé à protéger des joueurs devant leurs responsabilités face aux allégations qui sont contre eux. Donc, je pense que la stabilité n'a pas été profitable pour l'organisation. Ça prend au contraire des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives et sûrement des experts en gouvernance et des experts aussi sur la prévention des violences sexuelles. Minister, Peter Julian was saying that your office has taken up his request for a further audit into Hockey Canada. Can you tell us a bit more about just what exactly this audit will be looking at? I believe he called it an operational audit.
Well, the power that we have in regards to the audit is everything related to public funding. And we are going to go back to 2016. Mr. Julian has been informed earlier, and he will receive a formal response. But we are trying to go back as far as we can to make sure that no public funds were used in the settlement of those cases. And of course, overall here, we saw what many of the committee members were describing as more stonewalling and a lack of accountability from Mr. Bruggeman and Ms. Skinner coming out there during the committee hearing. Just what were your main takeaways from here, and what further do you want to see from Hockey Canada leadership, since the committee members seem very dissatisfied with their performance today? Well, what I've heard today was certainly not what I was hoping for, and I'm pretty sure it's not what the Canadians were hoping for either. There is a real discrepancy between what I'm hearing from my colleagues. By the way, it's 4 political parties that are representing the entire Canada, and they're unanimous that the management of the alleged gang rapes and multiple gang rapes was totally inappropriate by Hockey Canada. So there's a total discrepancy between what we're hearing from Canadians, from hockey parents, about the management at Hockey Canada and their own perception of their management. So, at this point, with the current leadership, I don't have hope that they have the capacity to renew themselves from within. That's why I'm calling for the 13 voting members to impose that change à Hockey Canada. Madame Saint-Onge, sur un autre sujet, je peux me permettre, vous êtes députée ministre québécois, je ne sais pas si vous avez veillé jusqu'à 8h10 hier. Oui. La victoire a été assez rapide de la CAQ, en dépit d'une campagne qui n'a pas si bien été, de l'avis de plusieurs analystes, il y a eu des propos sur l'immigration controversée, machin. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la campagne, puis qu'est-ce que vous pensez du résultat qui fait en sorte que la CAQ a la majorité par rapport aux partis d'opposition qui se partagent des listes? Bien, d'une part, évidemment, de mon côté, je vais continuer de travailler avec mes homologues réélus et de travailler avec le gouvernement de M. Legault. Je pense que la décision des Québécois a été claire quand même là, par rapport à la confiance qu'ils ont accordée à François Legault. Donc, on va continuer de travailler avec eux sur tous les dossiers qui sont importants pour les Québécois, incluant tout ce qui a trait à la rareté de la main-d'œuvre, puis inévitablement l'immigration. Je vais juste faire un suivi à propos de vérification pour Hockey Canada, quelque chose que je demande depuis des semaines. Et on sait que le gouvernement va l'annoncer bientôt, qu'il va y avoir une vérification effectuée effectivement pour Hockey Canada pour les dernières quelques années. Ça, c'est vraiment le bienvenu parce qu'on a vu avec Hockey Canada qu'ils n'ont pas répondu aux questions, même aujourd'hui, qui ont été posées à cette organisation-là. C'est la 3e fois consécutive que Hockey Canada refuse de répondre à ces questions-là. Alors, encore une fois, Hockey Canada a failli à sa tâche. Et c'est pour cette raison-là qu'on accueille cette action du gouvernement de mettre en place une vérification auprès de Hockey Canada. So Hockey Canada refusing to answer questions, I think, reinforced my call and the NDP's call for putting in place a compliance audit of Hockey Canada immediately, and I'm happy that the government is responding positively to that. Hockey Canada has an obligation of transparency and an obligation of responsibility. When you think of parents across the country who are scrimping and saving so that their daughter or son can be enrolled in a hockey program, it's very important that people trust both the financial state of Hockey Canada, but also that if there are any cases of sexual abuse or sexual violence, that it is handled appropriately and immediately. There has to be a zero tolerance policy with Hockey Canada, and Hockey Canada has failed Canadians numerous times in that regard over the past few years. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de Mme Skinner? Déconnecté. Était complètement déconnecté de qu'est-ce que les parents canadiens sont en train de dire, le public canadien est en train de dire. Avoir une douzaine de personnes autour de la table du conseil d'administration qui décident que M. Scott Smith est vraiment le leader qu'il faut. Et en plus, ça a dit qu'il n'y a pas d'autres options.
On parle de notre sport national d'hiver. Et là, il y a plein de monde qui ont beaucoup de talent, beaucoup de capacités, qui seront vraiment ravis d'essayer de remettre Hockey Canada sur les rails. Alors, je trouve son attitude déconnectée de ce qui est la réalité, mais ça demande un problème qui est plus gros et plus profond. Et ça, c'est que Hockey Canada est déconnecté de la réalité des parents canadiens, des joueurs canadiens, du grand public canadien. Merci. Thank you. La présidente par intérim du conseil d'administration dit qu'elle donne la note de A au directeur actuel, au PDG actuel. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous donneriez-vous un A? Bien, nous autres, on l'a dit, il faut qu'il y ait un ménage complet. Il n'y a plus de confiance présentement des gens, des sponsors aussi. Mais on sentait ce matin que la présidente en place, par intérim, était là pour défendre les gens qui étaient sur le comité de la haute direction, qui étaient sur le conseil d'administration. Alors, tu sais, je pense que les témoignages étaient différents des témoignages qu'on a entendus avant. Elle ne reconnaissait même pas les fonds qui existaient. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas compliqué. Hein? Est-ce qu'on va être obligé de les faire revenir à chaque semaine pour qu'ils comprennent qu'il faut que les dirigeants démissionnent? C'est ça qu'on va faire. Il semblait plaider pour la stabilité, là, plutôt que de faire le ménage, comme il disait. Puis donc, j'imagine que ça ne vous satisfait pas, là, comme... Sont-ils déconnectés? La stabilité, là... Tu peux... Stabilité, excuse-moi, n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, là, présentement, ils ont perdu confiance, ils ont perdu le sponsor. C'est le ménage au complet. That's it, that's all. C'est pas plus long que ça. Là, présentement, ils essaient tout de se protéger pour garder ce job-là. Il n'y a pas de relève, c'est ce qui se passe. S'ils sont pas là, Hockey Canada ne fonctionne pas. Je sais pas. Est-ce que vous faites des résultats, puis cette espèce de vente nationaliste qui se confirme quand on additionne quand même les pourcentages reçus par la CAQ, par le PQ, comment est-ce que vous envisagez de gérer ça, vous, au fédéral? Bien, tout d'abord, je veux féliciter M. Legault pour sa victoire, lui dire que je suis content qu'on va continuer de travailler ensemble pour livrer pour tous les Québécois. Je veux aussi saluer tous les candidats, hommes et femmes qui sont présentés, qu'ils aient gagné ou non, parce qu'on le dit souvent, mais c'est vrai, ça prend du courage de mettre sa face sur un poteau. Et au niveau des relations avec Québec, bien, vous avez vu, on a livré au niveau de l'Internet en région, au niveau du logement, au niveau de l'entente sur les garderies. Moi, je suis confiant qu'on peut continuer à le faire. La proposition de référendum sectoriel sur l'immigration, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvia? Bien, personnellement, on pourra discuter du sujet de l'immigration éventuellement, mais je pense que Québec a tous les outils en main actuellement pour choisir la très grande majorité de ces immigrants. Vous le savez, Québec peut actuellement choisir son pourcentage de population, donc 23 plus 5 ce qui veut dire 28 Ils en choisissent à peu près uniquement 13 ce qui veut dire qu'il y a un autre 66 000 immigrants que Québec pourrait choisir et pourrait être entièrement francophone. Alors, ça me fait plaisir de discuter tout ça avec le gouvernement du Québec. Mais donc, la démarche comme telle est un peu vouée à l'échec? Moi, écoutez, on ne m'a jamais abordé avec cette proposition-là. Mais ce que je dis tantôt, je le maintiens. Québec a les outils nécessaires pour, et c'est important qu'il puisse le faire, de protéger, promouvoir le français. Et on va toujours être côte à côte avec Québec lorsqu'il va s'agir de défendre le français. Sur la taille de leur majorité, quand même, M. Legault demandait un mandat fort en disant que M. Trudeau aurait les mains liées face à un mandat, une majorité encore plus forte. Est-ce que vous vous sentez lié par la taille de la majorité, par le fait qu'ils ont quand même 70 ? Bien, c'est effectivement un mandat qui est fort. Maintenant, le propre d'une fédération, c'est ces discussions-là entre le gouvernement fédéral et les provinces. C'est normal qu'on ne s'entende pas sur tout, mais l'important, c'est qu'on est du même côté de la traque lorsqu'il s'agit de l'objectif final, qui est celui d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Québécois. Mais elle va être obligée de faire des compromis davantage qu'avant, parce qu'ils ont encore plus d'appui de la population, notamment les électeurs libéraux fédéraux. Une fédération, c'est ça la dynamique. C'est de discuter, c'est de négocier, c'est de s'entendre. C'est des fois s'entendre sur le fait qu'on ne s'entend pas. Mais en bout de ligne, l'essentiel, c'est de livrer pour les Québécois. C'est ce qu'on veut. Il y a quelques semaines, M. Rodriguez, les propos que M. Legault avait tenus avaient fait un lien entre l'extrémisme et l'immigration. Vous aviez été secoué, perturbé.
Oui, j'avais été blessé. Aujourd'hui, vous êtes comment? J'avais été personnellement blessé, je ne m'en cache pas, je l'avais dit très ouvertement. J'ai eu l'occasion de commenter là-dessus. Je pense qu'il y a eu des propos malheureux tenus sur l'immigration au cours de la campagne. Et même, moi, je suis très content du ton, du discours de M. Legault hier. L'important, c'est qu'on se dise collectivement qu'un Québécois, c'est un Québécois, point. Mais en même temps, hier, M. Legault a dit je vais gouverner ou je vais être premier ministre de tous les Québécois, toutes les régions, toutes les origines en anglais, tous les âges, mais il a aussi dit mon devoir premier, c'est de défendre la langue française. Avez-vous vraiment l'impression qu'il a changé de position sur la question? Je pense que la défense de la langue française est quelque chose de très important pour lui. Il est très sincère dans ce qu'il fait et je suis tout cœur avec lui là-dessus. Moi aussi, je veux défendre, je veux promouvoir le français parce qu'on est dans un bassin anglophone à la fois au Canada et en Amérique du Nord, et à l'échelle mondiale, lorsqu'on se transpose sur les médias sociaux et l'Internet. Ça ne veut pas dire qu'on est en opposition lorsqu'il s'agit de défendre le français. On a nous-mêmes un projet de loi, on a une volonté certaine de la part du Caucus du Québec et l'ensemble du cabinet de vouloir défendre le français. On va le faire à ses côtés. Sur la santé, à propos de la santé, on comprenait qu'il n'y avait pas de négociation sur les transferts pendant la campagne provinciale. À quand les prochaines négociations sur les transferts? J'ai pas de date là-dessus. Mon collègue aux affaires intergouvernementales le saurait plus que moi, mais il y a certainement une volonté de s'asseoir avec les provinces et de discuter. On l'a dit qu'on le ferait après la pandémie. Maintenant, il faut savoir si on peut s'entendre ou non. Certainement sur certaines choses, peut-être d'autres choses que non. Sur le chemin Roxham, c'est un dossier sur lequel M. Legault insiste beaucoup. Là, maintenant, il va y avoir une enquête parlementaire sur les dépenses liées au chemin Roxham. Est-ce qu'il peut y avoir un terrain d'entente avec Québec sur la façon de mettre fin à l'afflux de... Bien, moi, écoutez, je suis toujours ouvert, et on est toujours ouvert à regarder des solutions communes. Là. Mais il ne faut jamais oublier, par contre, que lorsqu'on parle de chemin Roxham, on parle d'hommes, de femmes, d'enfants qui traversent ce chemin-là, souvent dans des conditions difficiles, qui souvent quitté leur pays dans des conditions difficiles. Et si vous fermez aujourd'hui même le chemin Roxham, bien, à ce moment-là, ces gens-là vont essayer de continuer de passer, que ce soit à travers la forêt, à travers des arbres, à travers des rivières. On a eu des cas épouvantables de gens qui ont essayé de le faire dans l'ouest du Canada et qui sont morts de froid, une famille. Alors, on va s'asseoir avec Québec et on va continuer de discuter. Ça fait des mois qu'il y a des discussions avec les États-Unis là, sur l'entente sur les tiers réussites. Ça semble être un petit peu... Bien, il y a des discussions. Bien, l'important, c'est qu'il y ait des discussions et que... Moi, on me dit que les discussions avancent bien. Maintenant, pour le moment de conclure, je ne peux pas vous le dire, mais je sais que les discussions avancent. Pour revenir sur le sujet du référendum sur l'immigration, je veux dire, si jamais... Ben oui. Si jamais ça se passe et qu'il y a un oui, est-ce que vous allez reconnaître... Mais là, j'ai pas des cheveux blancs pour rien. C'est un bout de que je dis, puis j'ai réussi à survivre en répondant pas aux questions hypothétiques. Puis je vais continuer comme ça. Sur vos autres réponses jusqu'à présent, sur la santé, on va s'asseoir, on est ouvert. Sur Roxham, on va s'asseoir, on est ouvert. Sur l'immigration, on va s'asseoir, on est ouvert. En gros, vous avez l'air de dire qu'il n'y a rien qui change. Nonobstant les résultats d'hier, on continue comme avant, on s'assoit, mais on acquiert. Mais on a cette responsabilité de s'asseoir et de discuter avec... Bien, on veut le régler. On veut le régler. Et je suis certain que Québec veut régler de son côté aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut s'entendre sur tout ou non? On verra, là. Mais l'important, c'est que tout se fasse de bonne foi. Et nous, on va être de bonne foi dans notre approche. Merci tout le monde. Bye. Vous avez peut-être vu, il y a des critiques notamment sur le mode de scrutin, le fait que M. Legault a reculé, M. Trudeau avant lui, et que ça aurait donné un résultat bien différent. Ça vous inspire quoi, ce débat-là? Bien, c'est évident que c'est un débat qui existe depuis toujours. Nous, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des changements à faire. Il faut que ce soit accepté par l'ensemble de la population par voie référendaire. C'est la position qu'on avait il y a 6 ans, lorsque vous avez d'ailleurs fait partie de la cohorte de députés qui ont étudié la question pour strictement rien. Et c'est pour ça que ce matin, quand je voyais M. Trudeau sourire en coin et dire « Ah, bien écoutez, il faut augmenter la participation de la population. » Non, mais c'est de la tartufferie de bas étage, là. M. Trudeau est le personnage le plus spectaculaire au Canada pour avoir bafoué sa promesse électorale de changer le système de vote. Et puis là, aujourd'hui, il fait semblant de dire « Oh, il faudra augmenter. » Voyons donc.
Celui qui a été vraiment le modèle à ne pas suivre dans ce domaine-là, c'est-à-dire dire une chose et faire le contraire, c'est M. Trudeau. J'ai trouvé son attitude très tardive ce matin. Qu'est-ce que le Parti conservateur doit retenir du résultat d'hier? Certains ont appelé ça un raz-de-marée caquiste au Québec. Ça vous envoie quoi comme message, vous, ici à Ottawa? Bien, écoutez, je pense qu'on ne peut pas vraiment porter de jugement par rapport à la gestion provinciale versus la gestion fédérale. Les enjeux étaient complètement différents. Les écoles, ici, on n'avait pas à fermer les écoles, on n'avait pas à fermer les hôpitaux et tout le reste. Les enjeux étaient complètement différents. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que la population s'est exprimée. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a 4 partis d'opposition qui étaient à peu près au même niveau. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné hier, c'est la qualité des discours des chefs, où tout le monde avait un bon ton rassembleur. Et particulièrement, je dirais, pour Éric Duhaime, qui pour lui, avoir 13 presque 600 000 votes et 0 député, c'est très amer, mais il a eu un propos très correct après l'élection. C'est d'abord saluant la victoire de son adversaire, Sylvain Lévesque, dans le comté de Chauveau, après ça, le premier ministre. C'était la chose à faire. Il a eu un bon comportement, je tiens à le souligner, parce que sa défaite hier était particulièrement difficile. C'est fini pour ce parti-là au Québec? Ah, mais c'est la population qui décide, hein? C'est la population qui décide. Est-ce qu'il y a 10 ans à peine, on aurait pu penser que, prenez juste dans ma circonscription à Chauveau, il y a 4 ans, c'était le ministre libéral, puis le Parti libéral a fait 4 % hier. Alors, c'est la population ultimement qui décide. C'est pas les politiciens qui décident si les partis politiques doivent vivre ou survivre, c'est la population. On a eu un bel exemple hier. Merci beaucoup. One question on the election result. People did vote for a right of center party, even in Hull. You know, does that surprise you? Does that give you an option? An ability for the next federal? Well, I think nobody can take anything for granted in politics. You know, we have seen things that have been changed. In my own riding of Chauveau, 4 years ago, it was a Liberal cabinet minister, and the Liberal Party got 4% yesterday in Chauveau. Well, I beat them many times in my riding, but I don't want to intervene on the provincial level. But what we see is that in Quebec, there is a lot of opposition parties around the same level, from 13 to 16%, all the 4 parties. So obviously there is something to think about that, about how they can be more efficient in some riding or in some other riding. But that, you know, that's what politics is all about. So if we take a big picture of that, I think that people gave their confidence to the Premier and to his team. Obviously, this is the result that we have seen. And then, you know, at the end of the day, at the end of the road, people decide, and people are always right because it's a democratic system. Good to see you. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. I believe the Conservatives were asking for 1,000 members of the Canadian Forces to help with hurricane relief. Yeah. We don't seem to be getting that. As a member for South Shore, what do you think? The great challenge is that last Hurricane Dorian, the federal government had provided over 700 troops within a week to Nova Scotia alone to deal with the fallen trees and all the infrastructure challenges. They only provided a couple hundred this time. We're now 11 days after the hurricane. We've only got 500. That's why the Premier has been asking for 1,000 troops and isn't getting a response from the federal government. We're not quite sure why, since we have a lot of military based in Nova Scotia and New Brunswick that's easy and quick to deploy. What do you make of the package we've seen announced this far? In terms of federal government package to deal with the hurricane? Yeah. Oh, I haven't seen any. I've heard a lot of talk. You know, DFO said that there's 180 wharfs, 99 of them are damaged and another 20 destroyed. I've seen no activity on what they're going to do to rebuild them so we can get back on the water. We have fishermen in New Brunswick and PEI that have lost the critical last couple of weeks of the fishery. There's been no talk about extending income support to get them through to the winter fishery. There's been no talk about how they're going to replace their gear. You know, that's $50,000 a fisherman that's gone. Yeah. So I haven't seen any federal government packages. I've seen provincial governments come to the forefront. Nova Scotia, Newfoundland, PEI have all announced money to help with all elements of what's going on, but I haven't seen anything from the federal government. There's a lot of pressures and asks of our military, particularly in disasters like this. So do you have some sympathy or a level of understanding that it might be difficult to meet the Premier's ask when the military has lots of other things and tasks it needs to be responding to, including overseas? Overseas is the priority. It's why, you know, 2/3 of people in the military are from Atlantic Canada, so we're very sensitive to the needs and why people join the military, which is for overseas deployment. We are at record low numbers of UN deployments on peacekeeping. We have a lot of troops at home. They are trained to help in these situations. We've been able to deploy them quicker
in issues when there was Quebec, COVID, the floods in Alberta, the fires in Alberta, but we're not seeing the response from this government. We're seeing a lot of photo ops by the Prime Minister, but we're not seeing a lot of action. We're seeing lots of sympathy, but no boots on the ground. Okay. Thank you very much. Really appreciate you stopping. All right. Thanks. Mr. Davies, do you think the federal government should be sending more Canadian forces to help with hurricane relief in Atlantic Canada? Asking because you're a coastal type of guy. Yeah, I think we should. I think we should be doing everything we can. You know, this is a terrible disaster, and any kind of federal resources that can be lent to help people in Atlantic Canada should be sent. We have members from Nova Scotia and Atlantic Canada saying that the response has been too slow to send all the troops. Is that how would you agree with their characterization? The government has been too slow to deploy the troops needed? Well, I think those members would know, and if they say it's too slow, I agree it's too slow. I guess to play devil's advocate, is our military meant to respond to disasters? I mean, our military is designed to respond to overseas crises and whatnot. I don't know if they're supposed to be the ones on the front lines helping restore power and clean up trees. Well, that's a great question. I mean, it's always an interesting question as to what we use our military for, but I think disaster relief, particularly in time of climate emergencies, is something that increasingly we're going to rely on our Canadian Armed Forces to help with. So I think that's a legitimate use of our forces, and you know, they're there, and if they're available to help Canadians who are in you know, suffering calamity, then they should be there to help. Thank you. Thanks. Hi, Mister. Kids painkillers, Advil, Tylenol. There's been a shortage of kids painkillers. Just wondering what your department's doing to try and bring the supply of children's Tylenol and children's Advil suspension back to Canadian shelves. Well, the department and Health Canada are mindful of these. So we are obviously concerned about the supply of this essential medicine. They are in touch with both the manufacturers, the pharmacists, and obviously provinces and territories which follow more closely this important issue. What have you heard from manufacturers? Well, we understand their concerns and the disruptions in the system, but they also need to understand that this is essential medicine to our families, and that's therefore why we are in touch with them and obviously supportive of the own work of provinces and territories in doing so. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour corriger la situation? Est-ce que vous avez même des leviers? Il y a des mécanismes qui prennent un peu plus de temps, des mécanismes légaux, mais des mécanismes immédiats qu'on utilise présentement avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les familles, et certainement celles avec des enfants, ont accès à ces médicaments essentiels. And if you wouldn't mind me just getting one more in, we saw with COVID, we saw the federal government sit down with manufacturers to get things moved along. My children are now teenagers, but we used a lot of that stuff when they were going through fevers and so on, when they were younger. It is a burning desire of younger parents. Is it time to try and move to a COVID-like setting to get the suspension medications in and made? Let's be very clear. The situation is under relative control. No one needs to be so afraid as to rush and accumulate tons of drugs and medicine. So our system in Canada is a very solid one, supported by appropriate regulatory and monitoring activities within the federal government, and obviously supported by significant activities at the provincial and territorial level. This being said, and I have shared that very clearly with Health Canada, we need to be in touch with provinces and territories to see how they can use their own network, because they are the ones with physicians and pharmacists that have the greatest control and the greatest information on this situation. Any timeline on how... Il y a des leviers que vous utilisez en ce moment avec les provinces. Quels sont-ils? Qu'est-ce que vous faites? Ben, les provinces et territoires ont, un, plus d'informations et deux, plus de contrôle, parce que ce sont elles qui évidemment ont des responsabilités plus particulières en matière de soins de santé, qui ont des contacts directs avec les hôpitaux, avec les pharmaciens, les pharmaciennes, avec le système d'approvisionnement, parce que beaucoup de ces médicaments sont achetés à travers des mécanismes provinciaux et territoriaux. Donc on est là pour les aider, mais on a aussi effectivement une responsabilité importante à jouer, un rôle important à jouer, et c'est ce que j'ai demandé à Santé Canada de faire. Ce matin même, on en a parlé avec mon équipe ministérielle, avec les fonctionnaires du ministère. Any idea how long shortages might last? What can you offer families and parents who are wondering how long they might have to kind of live in this situation? No, you deserve a clear answer, and I'll have to get back to you. We're following, obviously, the situation where I spoke again this morning with my officials and my department. They've been in touch with
provinces and territories for some time already. Yeah. So we'll need to get back to you and see where, at the local level, the situation may be and where we need to go in the very immediate term. I'll hold you to that. Merci beaucoup. Awful Day is voicing concerns about how social conservatives might be treated under a Pierre Poilievre-led Conservative Party. What do you have to say about this? I think we'll be fine. I think Pierre is a great leader and that he will make sure that everybody's incorporated into the caucus and that their opinions matter and their voices are heard. So I have no doubt that everything will be fine under his leadership. Have you had a chance to meet with him? Yes, we did. We did have a chance to get together, yes. Did he commit to anything? Well, no, we discussed generally. He did a lot of listening and not much talking, and so he wanted to hear what was on my heart and was very respectful. Do you anticipate you might get a critic role? Because a lot of your supporters and social conservatives broadly say that would be a meaningful show to them for you to get a critic role. Well, I think it's important that Pierre puts the best person in the best position, and I think he has the capacity to make that judgment and assessment, and I think that's what's important, that we have the strongest people in the positions that they're best suited for, and I think that he will do a great job in delivering that. Does that mean making sure a social conservative like yourself is given an important role as a signal to the rest of the party? I think it's important that the most qualified person gets the job, and that's what I support. And so I support our leader in that endeavor. I've noticed that since he got into the job, he's not talking as much about the World Economic Forum. That was something we talked a lot about on the campaign trail. You did as well. What do you make of that? Well, I don't know. I just received an order paper which shows that the government has a $105.3 million contract with the World Economic Forum. So maybe I'll talk about that a little bit more. We'll see. But that's something that I would think that the media would pull that order paper and see what it's about, since it's something that the government did not disclose to the public. But I have to run for QP, so thank you so much for talking, Ms. Lewis. I just want to ask you a couple questions about the Environmental Commissioner's reports. We're struck by the language he used. He called the biodiversity situation that we're in as a crisis. Describe it as that. Do you agree with that? Yeah, I would say we have some real challenges with biodiversity, including aquatic species. Okay, and your department has gotten a lot of criticism in that report. Among the things it's highlighted is that decisions don't seem to be based on science. You don't have enough fisheries officers or people who are enforcing the Fisheries Act in locations that have the most species at risk. So what are you going to do about that? Well, I welcome the report, firstly. Species at risk is a very critical issue. I'll be looking at how we can reduce the time frames for listings, and I just want to thank the Commissioner for his work. Okay, but what about the amount of staff on the ground? I mean, in a place like the Prairies and in Ontario, yeah, well, like most organizations, we're always working to distribute our staff and our capacity where it's needed most. As you can imagine, right now there's been a real focus on Atlantic Canada with Hurricane Fiona. But I welcome the report, and we'll look to see what we can do to be as effective as possible. I do want to say that we have a number of other tools as well that we are using to protect and restore species. Now that we've renewed the Fisheries Act, the Federal Fisheries Act really requires us to do rebuilding plans when species are at risk. Okay. Yeah. But you do have recommendations for a number of aquatic species to be listed at risk, and you haven't made decisions on almost half of them. What is taking so long? Well, as I said, we're going to review carefully the report and work to make sure our processes are as streamlined as possible. The work of doing the science before making a decision, it's complex, and so it's not surprising that it takes a while. There's a lot of people, consultations, organizations involved. There's a lot of steps. Doing the science isn't something that can be hurried, but we'll make sure we take a look at the critical path
for listing and reduce the time as much as we can. Just finally, finally, this is a really serious accusation. The Commissioner is suggesting that you're putting the economy before the environment, and that he's seeing a correlation that the species that you're not listing as at risk, those have some sort of monetary or commercial value. That's a really serious accusation. How do you respond to that? Well, I would say that we are working with all of the species to make sure that we have species abundance. When there are species of concern, we have a number of tools for restoring them. And one of them, so the Species at Risk is a tool, that act, but the Renewed Fisheries Act, it's very clear when a species falls under the limit reference point, and in other words, the numbers are of concern. We are required to develop a rebuilding plan, and that is a very comprehensive approach. So we're working on a number of rebuilding plans, and altogether this is a robust program for protecting species at risk and bringing their numbers back. Thank you. Thank you. Thank you, Minister.